Au nom du comité d'Autisme Jura, je vous souhaite une cordiale bienvenue et vous remercie de prendre un peu de votre temps pour vous informer sur le vécu et les besoins des personnes autistes. T'as pas l'air autiste, ou cet enfant me regarde dans les yeux, il n'est pas autiste. Combien de personnes, combien de parents ou proches ont entendu cette remarque? Vous pouvez me croire, ils sont très nombreux. L'autisme n'a pas d'air, il n'a pas de marque physique. Parfois peut-on relever un comportement, très souvent c'est invisible. Les personnes autistes sont par contre souvent perçues comme bizarres, douillettes, pointilleuses, stressées, psychorigides, coincées ou agitées. Si l'on comprend aisément qu'un monte-escalier est indispensable à une personne paraplégique, qu'il faut se placer face à une personne malentendante pour communiquer, que les repères blancs au sol doivent être dégagés pour permettre aux personnes malvoyantes de se déplacer en toute sécurité, les bonnes pratiques avec les personnes autistes nécessitent de comprendre en amont leur mode de fonctionnement. Que ce soit dans les différents services administratifs, dans les transports en commun, les différents commerces ou espaces de soins, de culture ou de loisirs, les personnes autistes et leurs proches sont confrontés au jugement et à l'incompréhension. Il va de soi qu'une seule conférence ne vous donnera pas accès à la complexité des perceptions sensorielles et à la logique spécifique des personnes autistes. Nous vous remercions d'être prêts à entrouvrir la porte sur ce monde complexe et à être curieux de connaître quelques principes qui faciliteront la vie de vos clients sur le spectre de l'autisme. Pour avancer ensemble vers une société plus inclusive, je donne maintenant la parole à David Renard et Cédric Pitlou, auxquels je laisse le soin de se présenter. Alors c'était Laetitia qui est membre du comité d'Autisme Jura qui nous a fait l'introduction. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, puis aussi ceux qui sont avec nous dans toute la Suisse romande sur YouTube. Je m'appelle David Renard, j'ai 41 ans, j'ai un parcours professionnel puis un peu personnel qu'on peut qualifier d'atypique. Je suis ingénieur en mécanique industrielle de formation, j'ai travaillé en laboratoire de recherche, et puis du jour au lendemain, en fait, j'en ai eu un peu marre, et je suis parti dans la vente, dans le médical, où pendant 15 ans, voilà, j'ai fait plusieurs spécialités, j'ai accompagné des médecins, des infirmières, d'autres personnes du corps médical. Et puis maintenant, depuis 7 ans, j'accompagne en fait des personnes, des adolescents, puis des adultes en fait, sur le spectre de l'autisme. J'ai un enfant de 1 an, voilà, qui s'appelle Nathanaël, qui m'en fait voir de toutes les couleurs, de jour comme de nuit. Je suis fan de danse en fait, j'ai commencé la danse classique en fait quand j'avais 37-38 ans. J'ai aussi fait beaucoup de théâtre et pour la partie qui nous concerne en fait, je fais partie des personnes, au même titre que Cédric, qui vous en parlera aussi, qui ont eu un diagnostic tardif en fait. Donc voilà, vers mes 35 ans en fait, j'ai appris très soudainement, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, le mot autisme, que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai découvert un petit peu tout ça, et puis toutes les stratégies que j'avais mis en place, en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de les partager, aux autres. Donc j'ai décidé d'en faire mon nouveau métier. Voilà, je laisse la parole à Cédric. Merci David. Oui, alors je suis Cédric Pitlou, j'ai 51 ans. Comme il l'a introduit, j'ai aussi eu un diagnostic tardif, donc à 48 ans. J'ai aussi découvert l'autisme à 48 ans. Mon parcours, il a été des plus normaux. En fait, je suis quelqu'un d'assez doué, donc j'ai fait des études, j'ai fait un doctorat. Je suis chimiste de profession. J'ai passé pas mal d'années de ma vie au Japon, donc je parle aussi le japonais, si ça intéresse des gens dans la salle. Je me suis marié là-bas, j'ai 2 enfants. Et je suis cadre dans une entreprise ici en Suisse. Donc mon parcours professionnel est assez bon. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et à 48 ans, j'ai eu mon diagnostic. Donc ça fait maintenant 3 ans. Et depuis que j'ai eu ce diagnostic, en fait, ma vie a un petit peu changé. Je suis membre du comité d'Autisme Jura. Je m'investis pas mal dans l'autisme, par exemple pour cette conférence.
J'ai aussi pas mal d'activités créatrices. Je fais de la peinture. J'expose dans une galerie à Lausanne. Et j'ai vu qu'il y avait 2 violonistes qui étaient entrés. Ça me fait plaisir parce que je me suis mis aussi au violon à 48 ans. J'avais jamais fait de musique. Donc, je suis content de voir autant de monde. En tout cas, pour vous montrer que, bah voilà, moi, je ne savais pas que c'était mon autisme jusqu'à 48 ans. Et maintenant que j'en connais plus, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Et je suis content qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent pour aussi rendre la vie des personnes avec un trouble autistique un peu plus facile. Voilà, merci. Je repasse la parole à David. On va commencer la présentation. Voilà, donc on va commencer en fait voilà, par expliquer un petit peu brièvement finalement qu'est-ce que c'est que l'autisme, parce qu'on entend parler, puis voilà, parfois des personnes, t'as pas l'air autiste, ou bizarre, arrête de faire ton autiste, etc. Peut-être en fait de remettre un petit cadre en fait sur qu'est-ce que c'est que l'autisme. Donc on va prendre un petit peu de temps par rapport à ça, puis après on va détailler un peu plus longuement voilà, certaines spécificités. Donc ça voilà, là je me suis pas compliqué, j'ai juste pris voilà, la définition qu'on trouve tous en fait sur un célèbre site qui est Wikipédia. Donc l'autisme en fait c'est une manifestation qui sont décrites sous l'intitulé voilà, d'un trouble du spectre de l'autisme, et c'est caractérisé par des difficultés des interactions sociales, et de la communication, et des comportements et des intérêts en fait restreints et stéréotypés. On parle de trouble en fait parce qu'il y a différents niveaux de sévérité et différents notions voilà, aussi de perception. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de spectre. Il y a une chose en fait qu'il faut savoir, c'est que même si on utilise en fait un seul et même mot qui est l'autisme, le niveau langagier et intellectuel en fait de la personne en fait n'intervient pas dans le diagnostic, voilà, dans le fonctionnement. Pas parce qu'en fait Cédric ou moi on est verbaux qu'en fait on n'a pas les mêmes difficultés en fait qu'une personne qui est non verbale. Voilà. Donc en fait c'est des paramètres qui n'interviennent pas au niveau de la communication et du diagnostic. Donc voilà. Voilà, petit historique en fait pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. La première fois qu'un psychiatre en fait a parlé, a mis le mot autisme en fait, c'est en 1911, et c'est Eugène Bleuler, voilà, qui était un médecin psychiatre en fait dans le canton de Zurich. Voilà. En fait, il a décrit le terme désignant des personnes en fait avec un rapport particulier à la réalité externe. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nomme aujourd'hui comme quelqu'un qui est dans sa bulle. Voilà, donc ça a déjà été observé en fait au début du XXe siècle. Voilà, lui il décrivait ça comme sa propre réalité interne. Voilà. Après ça, le premier article en fait qui a vraiment parlé, voilà, l'article scientifique médical en fait, ça vient de Léo Kanner aux États-Unis en fait en 1943. Léo Kanner, en fait, lui, il a décrit en fait des troubles affectifs dus aux parents. Voilà, donc en fait, les enfants voilà, manquaient d'affection de la part des parents, sans distinction. Hein. Lui, il faisait pas la distinction père ou mère. Voilà, c'était la cellule familiale en fait qui créait et qui permettait en fait de développer les spécificités en fait chez les enfants. Donc voilà. Lui, voilà, il considérait que voilà, c'était une perfectionniste en fait sans affection, et des parents en fait qui refusaient en fait de donner des câlins ou des émotions en fait à leurs enfants. Donc ça a beaucoup perduré ça, et puis on l'entend encore aujourd'hui. Malheureusement, en fait, il y a encore beaucoup de familles en fait ou de personnes qui vivent en fait ce regard-là en fait, voilà, de la psychanalyse. Et qui supportent en fait voilà, ce regard en fait du corps médical, malheureusement. Donc on va voir que finalement, les parents n'ont rien à voir avec l'autisme en fait de leurs enfants. L'éducation n'a rien à voir là-dedans. Parallèlement en fait, à Léo Kanner aux États-Unis, exactement la même année, voilà, mais cette fois en Europe, il y a Hans Asperger. Hans Asperger, en fait, lui, il a décrit en fait le retrait du contact visuel chez des enfants, et ce dès l'âge en fait de 24 mois. Par contre, contrairement à Léo Kanner, en fait, Hans Asperger s'est intéressé en fait sur les enfants dits à haut potentiel.
donc avec une haute intelligence. Donc on a vraiment deux types en fait d'autisme qui viennent d'être décrits la même année. Voilà, les autistes dits avec déficience intellectuelle et les autistes dits Asperger. Voilà. Avant d'aller un petit peu plus loin, la médecine, en fait, comme je vous l'avais dit, voilà, on vit encore voilà, des reliquats de 1943, mais on est passé, en fait, pour des diagnostics avec différentes étapes, notamment en 1952, où, en fait, l'autisme était associé à la schizophrénie. Voilà, dans le manuel, en fait, de psychiatrie édité, qui est le DSM-5, donc on va revenir un peu plus tard, l'autisme, en fait, c'était de la schizophrénie. Puis après, dans les années 1980, en fait, là, on est arrivé à l'autisme infantile, où, en fait, il n'y a que les enfants qui sont avec autisme. À partir d'un certain âge, en fait, ça disparaît. C'est super sympa, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est aussi une des grandes questions aujourd'hui de la société, c'est les personnes âgées, en fait, avec autisme. Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Comment est-ce qu'elles apprennent à vivre et quel soutien elles ont. Voilà. Puis après, en 1994, ça a été classé en fait, donc ça c'est le DSM-4 si je ne dis pas de bêtises, dans les troubles du neurodéveloppemental, les troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans l'éducation, dans le comportement, voilà, qui mettait en fait en lumière les difficultés inhérentes à l'autisme. Et la définition qu'on connaît aujourd'hui, en fait, elle date de 2013. Donc voilà, avec le DSM-5. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le DSM-5, en fait, c'est le manuel de référence des troubles psychiatriques. Donc encore aujourd'hui, médicalement, on associe en fait l'autisme à la psychiatrie. Voilà. Exactement comme il y a quelques années, en fait, alors je ne sais pas quelle version du DSM, en fait, mais l'homosexualité, en fait, en faisait partie. Elle faisait partie d'un trouble. Et ça a été enlevé, voilà, avec les évolutions, avec les recherches, etc. Peut-être que dans la prochaine version, l'autisme, en fait, n'en fera plus partie. Qui sait ? Peut-être. Donc, voilà. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que l'autisme, en fait, ça nous impacte au quotidien. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, voilà, et ça nous impactera, en fait, toute notre vie. On vit avec, puis on doit trouver les solutions par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui disparaît, même si vous ne le voyez pas. Donc voilà, ça c'est une vision médicale des choses, voilà, comme je disais, psychiatrique. Aujourd'hui, voilà, donc il y a une triade en fait quand il y a le diagnostic, hein, ça va être les interactions sociales, donc il y a des difficultés dans les interactions sociales, dans la communication, et aussi en fait dans des intérêts ou des comportements restreints et répétitifs. Il y a souvent en fait, puis on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, des troubles associés. TDAH, au potentiel, voilà, diagnostiqué ou pas, mais voilà, souvent en fait il y a des choses en fait où on se retrouve, même si le diagnostic n'est pas là. Les troubles anxieux, voilà. Puis comme je vous disais, voilà, on est là avec, et puis au quotidien, on doit gérer tout ça. Il y a une définition en fait à laquelle moi je m'identifie beaucoup en tant que personne concernée. C'est la définition en fait de Brigitte Harrison, qui est elle aussi personne concernée, mais cette fois de l'autre côté en fait de l'Atlantique. Je crois qu'elle est au Québec ou au Canada. Voilà, c'est que donc on va nommer en fait, pour simplifier, il y a les personnes autistes, et puis on peut pas appeler en fait des personnes neurotypiques, parce qu'aujourd'hui en fait on le sait, il y a on est tous des neurodivers finalement, parce qu'on n'a pas un seul fonctionnement. Voilà, il peut y avoir des personnes avec des troubles dépressifs, il peut y avoir des personnes borderline, des personnes schizophrènes, et en fait classer les personnes en fait autistes et neurotypiques, c'est en fait aussi oublier toutes ces autres personnes-là qui composent la société dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est aussi une définition qui a évolué en fait aujourd'hui, de parler de neurodivergence, voilà, par rapport au fonctionnement de chacun. Mais à l'époque, voilà, on parlait donc les neurotypiques en fait décrivent l'autisme par rapport à ce que vous voyez avec vos règles, avec votre comportement. C'est comme ça en fait que vous décrivez notre fonctionnement, donc, et notre différence. Elle, pour elle vit avec, c'est son fonctionnement. Il n'y a pas de différence. Elle est habituée à vivre avec. Voilà. Après, on voit bien qu'au niveau de nos émotions, au niveau de notre communication,
Voilà, on fait les choses différemment, mais c'est à travers le regard de l'autre qu'on le vit. Moi, je ressens pas que je suis autiste. Par contre, en fait, c'est une autre personne qui m'a vu et qui m'a diagnostiqué. Parce qu'elle a vu mon comportement à travers son regard. Et c'est comme ça que les diagnostics se font. C'est comme ça qu'on apprend. Quelques idées reçues, en fait, qu'on va essayer, en tout cas tenter ce soir, un peu de casser. Donc, voilà, tout à l'heure, on parlait de maladie. Non, l'autisme, en fait, c'est pas une maladie, c'est pas dû au vaccin, c'est pas dû à un problème alimentaire, comme parfois on peut l'entendre. Et du coup, en fait, ça ne se guérit pas. Il n'y a pas de médicament miracle, en fait, comme parfois on peut trouver sur Internet, pour guérir, en fait, son enfant, ou soi-même, ou sa compagne, ou son compagnon. Voilà, de l'autisme. Donc, c'est pas une maladie. Mon état, en fait, ne va pas changer. Mon état de santé ne va pas changer. Il n'a pas changé depuis que je suis un fœtus, et il ne va pas changer, en fait, à ma mort. Est-ce que c'est un caprice en fait que je fais quand je bloque ou quand un enfant en fait bloque dans un centre commercial, dans un magasin, ou parce qu'il a pas envie de manger quelque chose ou qu'il veut pas s'habiller? Non, c'est pas un caprice. Puis on va essayer de le comprendre en fait un petit peu plus tard, voilà, avec ses sensorialités. Est-ce qu'il est insensible? Sensible à la douleur, insensible aux émotions? Voilà, c'est pareil, ça fait partie des sensibilités. Donc on va essayer de comprendre. Souvent, en fait, moi, il y a quelques temps, j'entendais beaucoup, en tant qu'autiste, en fait, on n'a pas d'empathie. On n'est pas capable, en fait, de ressentir, en fait, les émotions, la tristesse, la joie, etc. On va essayer de comprendre, en fait, finalement, en fait, c'est peut-être une idée reçue, en fait, qui mérite un peu quelques précisions. Retard mental ou génie. Souvent, en fait, aussi, on connaît tous Rain Man. On connaît tous des livres Good Doctor, voilà, pour les séries, donc le génie. Mais ça, en fait, finalement, c'est très peu de la population, en fait, des personnes diagnostiquées. On parle entre 0,5 et 1% de ces personnes-là. Les autres, en fait, c'est des personnes comme vous et moi, voilà, qu'on ne voit pas, qui sont intégrées dans la société. Est-ce que c'est un handicap ? Ça aussi, c'est une grande question, parce qu'il va falloir définir, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un handicap. Est-ce que c'est la personne qui est handicapée, ou est-ce que c'est l'environnement qui rend la personne handicapée? Voilà. Comme on disait, si on adapte l'environnement, est-ce que le handicap de la personne y disparaît? Est-ce qu'on souffre d'autisme? Ça aussi, c'est une grosse question. Si moi, je suis tout seul, je ne souffre pas. C'est quand je suis face à mon environnement, parfois, avec le regard, la communication, certains termes en fait, où là, je me retrouve en fait en souffrance. Voilà. Mais personnellement, j'ai pas mal en fait dans mon corps, voilà. Donc non, je ne souffre pas de mon autisme. Comme vous tous en fait, voilà, je souffre parfois des relations sociales, des peines d'amour, je tombe, je me fais mal, oui. Mais c'est pas mon autisme en fait qui me fait souffrir. Peut-être finalement, on peut un peu tous se retrouver là-dedans, à des degrés différents. Je vais laisser la parole en fait à Cédric, voilà, qui va un petit peu commencer à rentrer dans le vif du sujet après cette introduction. Oui, il y en aura plein. Alors, on va vous passer une petite vidéo et c'est un exemple concret. Pour moi, je suis obligé de mettre ça pendant la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi après, on va en discuter. I'm not naughty. I'm autistic. Voilà, donc une vidéo, je pense qu'elle parle par elle-même. Donc,
Ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, c'est certains détails, des détails visuels assez forts, donc des sortes de flashs, aussi des bruits importants, donc ces bruits très énervants et très irritants qui sont une catastrophe. C'est pour ça que j'ai mis mon casque anti-bruit. Donc, on parle directement dans cet exemple de sensorialité et on peut comprendre que pour cet enfant, aller dans un centre commercial, c'est difficile. Et ça, c'est pour lui que c'est difficile. Après, pour sa maman aussi. Et c'est aussi pas seulement difficile au niveau des sensorialités, mais aussi au niveau social. Puisque, en fin de compte, on perçoit l'incompréhension des gens autour et puis aussi la détresse de l'enfant et la détresse de la maman. Donc, parfois, vous avez vu ces enfants qui font une crise. En fin de compte, ils ne font pas une crise. C'est juste, ils vivent ça intensément avec ces bruits très forts et ces hypersensibilités. Donc, l'autisme, c'est pas, comme tu as dit, on est un peu tous autistes. En fait, l'autisme, c'est un impact très fort sur la vie de tous les jours. Donc, c'est clair, pour cette personne, aller dans un centre commercial, c'est quasi impossible. Donc, c'est cet impact qui est extrêmement fort sur la vie de tous les jours. Et après, il y a des impacts sociaux qui découlent justement de ces hypersensibilités. Donc, dans cette conférence, aujourd'hui, on va vous parler pas mal des sens et des hypersensibilités. C'est aussi par rapport au thème. Donc, votre client est autiste. C'est pour essayer d'accueillir au mieux ces personnes dans votre commerce ou dans votre profession. Donc, quand on parle de sensorialité, la plupart d'entre vous connaissent les 5 sens. Donc, ces 5 sens, c'est des sens qui sont extérieurs au corps. Donc, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Quand on parle des sens, il faut aussi comprendre la notion d'hyperstimulation et d'hypostimulation. Donc, avoir trop de stimulation ou ne pas avoir assez de stimulation. Par exemple, pour la vue, il suffit de regarder le soleil directement, tout le monde va sentir une sorte de brûlure. Ben, pour certaines personnes hypersensibles à la lumière, les néons dans un magasin donnent la même souffrance dans les yeux, donc c'est très difficile pour eux. Et par contre, d'autres personnes en hypostimulation vont plutôt chercher à avoir aiment regarder les lumières fortes. Donc c'est toujours, il y a ces deux extrêmes, hyper et hypostimulation. Pour lui, on parle aussi de hyper et hypostimulation. Par exemple, dans l'hyperstimulation, il y a des bruits qui sont extrêmement dérangeants, qui peut-être ne sont pas entendus par les personnes normales, mais qui sont entendus par les personnes avec des troubles. Moi, personnellement, les néons, c'est totalement insupportable. Ça fait un bruit à une fréquence qui me dérange. Par contre, les convertisseurs électriques, j'aime beaucoup. C'est une autre fréquence qui me fait du bien. Donc, c'est très personnel, ces stimulations. Donc, quand on va dans un endroit, quand un centre commercial, vous avez ces annonces qui sont fortes, vous avez pas mal de bruit. Donc, on peut penser que pour les personnes qui sont sensibles au bruit, c'est assez difficile. On a après le toucher. Donc, certaines textures qui sont agréables, certaines textures qui ne sont pas agréables. On a aussi l'odorat, certaines odeurs qui sont juste trop fortes et certaines odeurs qui sont OK. Et ça peut varier d'une personne à l'autre, donc il n'y a pas de norme. Ça peut être hyper ou hypostimulé. Et ça, c'est pour les 5 sens, mais la plupart des gens ne connaissent pas qu'on a d'autres sens en fait, dans notre corps. C'est des interoceptions, c'est ce qui nous donne plutôt sur notre état du corps. Donc la thermoception, c'est la notion de température, on ressent la chaleur ou le froid. Des personnes concernées peuvent sortir en t-shirt l'hiver parce qu'en fait, elles ne ressentent pas le froid, ou alors elles s'habillent avec des habits parce qu'elles ont toujours froid. Donc on parle d'hyper et d'hypostimulation. Il y a aussi la nociception, c'est la sensation de douleur. Donc certaines personnes ne ressentent pas la douleur. On voit tout de suite le problème que ça peut poser, par exemple, quand on va chez le dentiste. Si le dentiste on dit j'ai mal, comment on sait si on a mal ou pas? On va y revenir. Et aussi, il y a des personnes qui ressentent la douleur avec beaucoup plus d'intensité, et c'est un fait, ils ressentent avec plus d'intensité. On a encore d'autres sensorialités, c'est la proprioception. La proprioception, c'est plus ou moins regarder où est notre corps dans l'espace, et aussi tout ce qui concerne les sensations quand on est touché ou quand on a des mouvements. Donc, c'est ces sensations de proprioception. Il y a pas mal de personnes autistes qui ont des problèmes avec le toucher léger, qui aiment beaucoup plus le toucher fort. En fait, c'est une notion de conception du corps. On ne sait pas très bien où est notre corps. Donc, un toucher léger, c'est plus difficile à savoir où est la limite corps et toucher, plutôt qu'un toucher fort. On arrive très bien à concevoir. Ah voilà, c'est là qu'on me touche à cet endroit. Et il y a encore des besoins corporels,
qu'il faut prendre en compte, c'est les sens vestibulaires. Ce n'est pas un besoin corporel, ça c'est le sens de l'équilibre. Il y a les besoins corporels qui, par exemple, la soif, la faim, ou bien alors le besoin de faire pipi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire quand ils ont des besoins naturels. Donc aussi, quand on accueille des gens, si tout d'un coup ils ont ces besoins de faire, ça peut les mettre dans un état assez stressant de ne pas pouvoir savoir comment dire, par exemple, pour aller aux toilettes. Donc on va parler de toutes ces sensorialités et aussi comment gérer ces sensorialités avec les personnes concernées. Ce qu'il faut faire ici, ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que dans les sens, on n'a pas que les 5 sens, on a aussi ces autres sens extérieurs, intérieurs du corps. Donc en fait, c'est toute une palette qu'il faut regarder. Ça, c'est un petit exemple de deux magasins qui se trouvent au Japon. On voit une claire différence, donc je vous laisse quelques secondes. Après, je vais donner mon avis et David va aussi donner son avis et on va aussi regarder à peu près l'avis des gens dans la salle. Donc c'est une question, lequel des deux centres pour vous commerciaux est le plus compliqué pour une personne TSA, donc une personne avec un trouble du spectre autistique. Je vous laisse 10 secondes, je bois une petite goutte. Vous avez fait votre choix? Alors c'est bon. Alors qui vote pour le plus difficile avec le premier avec toutes les couleurs puis marqué 1980? Ouais, j'enlève les... Tu comptes avec moi, hein? Ouais, ça a un peu moitié-moitié. Et puis alors pour l'autre, avec les lumières blanches, il y a quand même moins pour celui-là. Est-ce qu'on peut voter pour deux? Oui, justement, il y a l'avis de David qui va être différent du mien. Donc, je vais donner mon avis en premier après celui de David. Donc, les deux magasins se trouvent au Japon. Le deuxième, c'est celui avec les lumières blanches, c'est des produits de beauté pour les hommes. J'ai pris comme ça, il y avait deux magasins qui me concernaient. Donc, en fait, pour moi, le deuxième est beaucoup plus compliqué. Je vais expliquer la raison. Donc, celui avec les produits de beauté. En fait, c'est une lumière blanche très vive. Donc, je suis sensible à la lumière. Donc, pour moi, c'est compliqué. Après, il y a très peu d'indications. Donc, je suis gêné socialement pour demander... le produit, qu'est-ce que c'est, le prix du produit, est-ce que je peux tester? Donc, je suis obligé d'avoir une interaction avec un vendeur pour avoir ces produits. Après, il n'y a aucune indication, ni de prix, ni de rien du tout. Donc, est-ce que je peux sentir? Est-ce que je peux toucher? Donc, pour moi, ça demande une grande interaction avec une personne. Donc, je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Tandis que l'autre, au fait, les lumières sont un peu plus tamisées. Il y a beaucoup de produits, mais moi, j'aime bien la surcharge les détails. J'aime bien tout ce qui est détail. Il y a des indications par rapport, on voit au sol qu'il y a des flèches, en fait ça guide vers les caisses. Il y a le prix sur tous les articles, c'est marqué en japonais, mais il y a la description de tous les articles. Donc pour moi, j'aime mieux le premier. J'ai fait le test avec mes enfants, mais ils sont aussi japonais, donc ils aiment aussi, ils préfèrent le premier parce qu'ils connaissent le magasin. Maintenant, je laisse l'avis à David, qui ne sera pas le même que le mien. Bah, du coup, voilà, il n'y a pas de mystère. Voilà. Pour ma part, en fait, je préfère le deuxième. Mais pas à 100% en fait, parce qu'en effet, les lumières vives, en fait, comme ça, en fait, m'agressent. Mais pour moi, en fait, le premier, il y a justement trop d'informations, trop de détails, en fait. C'est pour moi trop fouillis. Voilà, et du coup, j'arrive pas à me repérer, j'arrive pas à faire mon choix. Et j'ai le sentiment, en fait, que je vais perdre trop de temps. Voilà, dans ce magasin, et je vais vite me sentir, en fait, submergé émotionnellement, puis aussi au niveau sensoriel. Contrairement en fait au premier, où pour moi en fait d'aller vers le vendeur pour lui demander un renseignement, ça va moins me gêner, voilà, socialement. Voilà pour un peu la différence à ce niveau-là. Merci David. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. En fait, les avis peuvent être divergents, et puis c'est pour ça qu'on appelle un trouble. Donc il y a des gens qui ont des sensibilités hyper ou hypo, il y a des gens qui préfèrent ça ou préfèrent ça. Donc il y a vraiment, c'est un trouble et il y a un spectre. Donc ici, ce qu'on essaye de vous donner, c'est des indications pour que, au fait, ça soit plus accueillant pour une personne comme David, ou bien une personne comme moi, ou pour une personne qui est avec déficience intellectuelle, ou pour une autre personne. Il faut savoir que, au fait, tout ce qui rend votre magasin plus convivial et plus facile à clients, ça marche pour nous, mais ça marche aussi pour des clients normaux. Donc, c'est à toi, c'est là. Puis il y a une chose en fait là qu'on voit pas par rapport au magasin, en fait, c'est la musique aussi. Oui. Ça, on a tendance à l'oublier, mais ça rajoute. Puis du coup, quand on a besoin d'aller demander un renseignement ou qu'on passe à la caisse,
Bah c'est ça en plus en fait à gérer quoi, de la fatigue. Comment ça fonctionne un petit peu en fait, voilà maintenant à l'intérieur de notre cerveau en fait, celui de Cédric ou du mien, on va tenter de répondre un peu à cette question. Et je dis bien tenter parce que aujourd'hui on n'a pas encore toutes les réponses et puis ben voilà la médecine se charge de continuer de chercher. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, en fait, c'est que l'autisme, en fait, a une part héréditaire, donc une part génétique. Après, en fait, c'est pas le père ou la mère, en fait, qui est responsable de ça, c'est une association, en fait, des deux. Voilà, c'est une combinaison. Comme on l'a vu, on a le spectre, en fait, est très grand, et aucune personne autiste, comment dire, n'a le même fonctionnement, n'a les mêmes sensibilités, n'a les mêmes sensorialités. Donc ça, en fait, c'est la combinaison des gènes. Aujourd'hui, en fait, on a à peu près identifié une centaine de gènes. Donc après, en fait, est-ce que la combinaison, en fait, au moment de la création de l'enfant, si je puis dire, voilà, est-ce que les gènes, en fait, vont s'activer? Est-ce que la combinaison, en fait, va matcher? Et en fait, est-ce que du coup, il y aura une grande quantité de combinaisons et du coup des difficultés en fait plus importantes, ou est-ce qu'il y en aura peut-être un petit peu moins, ou que les combinaisons en fait s'accorderont bien. Voilà. Ça aujourd'hui c'est encore un petit peu, mais on sait voilà que c'est génétique. Après ce qu'on sait aussi en fait c'est au niveau neurologique. On sait en fait que les connexions courtes au niveau du cerveau sont beaucoup plus denses chez les personnes TSA. Ce qui permet en fait de faire des associations d'idées en fait beaucoup plus rapidement quand vous nous dites un mot ou quand on a une idée ou quand on voit quelque chose. Voilà. Contrepartie en fait, parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses qui s'équilibrent, hein, la nature est bien faite. Les connexions longues en fait sont moins connectées. Voilà, donc notamment en fait les connexions au niveau du cerveau préfrontal qui font partie en fait de l'inhibition. Et tout ce qui est complexe, les relations sociales, l'organisation, la projection dans le futur, etc. Où ça, on sait que c'est moins connecté. Donc en fait, c'est des choses qui vont être plus difficiles à mettre en œuvre en fait chez nous. Et c'est ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle en fait les fonctions exécutives. Faire un choix. Ressentir les choses, etc. Et c'est aussi pour ça en fait que pour moi le magasin en fait tout à l'heure est beaucoup plus difficile parce qu'il y a trop d'informations. Du coup en fait je dois trop faire appel en fait à cette zone-là de mon cerveau et du coup ça me fatigue. Donc je préfère en fait aller dans un autre magasin. Voilà, clairement ça pour moi même en Suisse en fait c'est des magasins que je fuis en fait. Jiffy, tout ça, Aldi, tous ces trucs-là en fait j'y rentre même pas. C'est même pas une question de prix en fait. C'est juste voilà, c'est trop le bordel pour moi, quoi. donc voilà. Après, voilà, ces connexions, ce fonctionnement en fait neurologique, comme chez tout le monde en fait, il peut être développé, il peut être entraîné. Voilà. Donc pour ça en fait, il faut être en situation, il faut apprendre. Comme tout enfant, comme tout adulte, en fait, plus on apprend, plus en fait ces connexions se font. Voilà. Donc mettez aussi la personne dans les situations où elle puisse apprendre. Voilà. Tout en faisant attention à ses sensorialités, pour qu'elle ne soit pas en train de gérer la sensorialité et en même temps l'apprentissage. Voilà, petite parenthèse pour ceux qui ont des enfants. Voilà, ça c'est un petit peu, voilà, je pense que beaucoup de personnes en fait dans la salle connaissent le principe du mind map, qu'on retrouve beaucoup en fait, quelque chose qui a été beaucoup utilisé en fait, qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans le monde de l'entreprise, où il y a une idée, puis après on fait des associations, etc. Voilà, dans le monde de l'entreprise, on parle de brainstorming. C'est un petit peu comme ça, en fait, naturellement qu'on réfléchit. C'est-à-dire qu'on n'a pas une pensée linéaire, mais en fait, on a une pensée de type mind map. Et moi, voilà, lors de mon travail, en fait, j'ai fait ces exercices voilà, avec des jeunes. On part d'un mot, en fait, et puis à la fin, on arrive à des définitions, en fait, complètement, diamétralement opposées. Et ça va dans tous les sens. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit dans tous les sens, si je puis dire, à partir du moment en fait, où on nous donne un mot. C'est ce qui permet de créer, c'est ce qui permet en fait d'être très créatif, d'avoir des nouvelles idées, mais aussi parfois un peu de se perdre quand on doit avancer dans un projet.
Voilà. Et puis, voilà, dans le fonctionnement, en fait, voilà, on a beaucoup parlé de sensorialité, mais là, on va aller un petit peu sur l'aspect de la communication. Tout le monde connaît, en fait, les emojis. Tout le monde les utilise. Parce que c'est tellement plus facile, en fait, quand on envoie un message, que l'autre, en fait, il comprenne, en fait, l'émotion qu'on avait envie de lui dire. Est-ce qu'on rigole? Est-ce qu'on est triste? Parce que les mots, en fait, ils peuvent être interprétés de plusieurs façons quand on n'a pas la personne en face. Et c'est souvent pour ça que dans la communication, il y a l'émotion qui vient avec. Le ton de la voix, le regard, la gestuelle. Parce que dans un message, on ne l'a pas obligatoirement. C'est pour ça que ça a été créé, pour éviter les incompréhensions de communication. Voilà, c'est à toi. J'ai dû chercher aussi, parce que j'avais vu fonction supérieure, donc je vous dis aussi ce que c'est, parce que peut-être c'est pas évident pour tout le monde. Donc dans les fonctions supérieures, on a par exemple les mouvements volontaires, les pensées, l'apprentissage et la mémoire. Donc il y a une hypothèse d'une fonction supérieure différente chez les personnes concernées par l'autisme, c'est une hypothèse. Après, j'ai une opinion personnelle qui dit probablement que c'est pas une hypothèse chez moi, c'est probablement vrai. Je réfléchis d'une manière, comme tu as décrite, mind map, le nuage, le cloud, pour moi, c'est vraiment une façon commune de penser, où j'ai tout d'un coup la solution sans y avoir réfléchi. Il faut aussi voir que on a une indépendance des processus, c'est marqué, processus perceptifs, auditifs et visuels. Donc, on voit par exemple cette image en dessous, on a tous les sens. Donc, en fait, on voit tout en détail de façon très séparée. Et quand on veut faire une image ou un concept avec toutes ces sensations, ça nous prend du temps. Donc c'est juste de réorganiser toutes ces sensations en un concept ou en une image générale. Pour nous, ça prend plus de temps que pour une personne neurotypique. Après, il y a d'autres avantages. Par exemple, le sens du détail. Donc on va avoir les détails beaucoup plus facilement qu'une personne normale. Donc là, il y a de nouveau un test. Moi, je suis celui qui fait les tests ce soir. Donc, vous allez voir une lettre. Vous me dites après, je vais faire le test. Quelle lettre vous voyez en premier parmi ces deux lettres qui vont apparaître? Sans réfléchir. Ouais, sans réfléchir. Ça doit aller vite, la première lettre qui vous est apparue. Ouais. Donc, on peut faire de nouveau qui est pour H. Et puis pour S. Oh, il y a plus de S. Donc, par exemple, une personne qui va avoir plus les détails, comme une personne suspecte, voit S. Moi, j'ai vu S aussi en premier, non? Peut-être il était trop grand, c'est pour ça on a dit. Peut-être. Non, en fait, c'est pour expliquer dans le sens du détail. Donc, en fait, une personne va plutôt aller du détail vers l'extérieur que de l'extérieur vers les détails. Donc, quand on a une masse d'informations avec beaucoup de détails, en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à traiter toutes les informations, c'est juste que ça nous prend un peu plus de temps pour arriver jusqu'au concept général. Donc, c'est la mise en commun des différentes informations qui prend un peu plus de temps chez nous. Donc, après, on peut voir les conséquences par rapport à notre interaction sociale. Donc, les sensorialités sont différentes. Donc, on voit que l'interaction, la mise en commun de ces différentes informations prend du temps. Et par exemple, dans une discussion, comme David a expliqué, il y a le ton de la voix, il y a le regard des yeux, il y a les mouvements, le micro-mouvement, il y a aussi le contexte qui fait beaucoup. Après, il y a plein de détails, le corps qui bouge. Et puis, pour une personne qui est hypersensible, par exemple, les bruits extérieurs, quelque chose qui flash. Donc, s'il y a tous ces facteurs, juste une simple discussion avec une personne peut être assez compliquée pour une personne sur le spectre. Donc, le fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à discuter ou qu'on n'arrive pas, c'est juste si on nous laisse le temps de regarder tous les détails et de prendre le temps, en fait, on arrive très bien à une discussion. Il faut juste savoir que le mode de fonctionnement, il est un peu différent chez nous. Donc, c'est ça. Les fonctions supérieures, tu as déjà introduit avant, donc c'est David qui a introduit. Je pense que la prochaine, c'est pour toi. Ouais. Voilà, peut-être pour compléter en fait ce que dit Cédric, c'est que quand on communique, ce qu'il faut savoir au niveau sensoriel en fait, et on le verra un petit peu plus tard, c'est que tous les sens en fait, ils arrivent en même temps. Les 5 sens en fait extérieurs, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, en fait, tout arrive en même temps. Et c'est à nous consciemment en fait de faire ce tri en permanence. Voilà. Pareil en fait pour les informations qui sortent.
Moi, un exemple en fait qui m'a frappé quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais bêtement rendez-vous chez le coiffeur. Je prends ma voiture, je vais chez le coiffeur, j'arrive sur le parking, puis là j'ai un blanc, en fait, je savais plus dire bonjour. Je me suis retrouvé bête en fait dans ma voiture en me disant mais comment tu dois dire bonjour? Et en fait j'ai dû refaire tout le processus de me dire alors il faut ouvrir la bouche, il faut te positionner comme ça, mais le ton de ma voix je le mets comment? La vitesse de ma voix je la mets comment? Est-ce que je regarde la personne en fait quand je lui dis bonjour? Est-ce que je dis bonjour, salut, ciao? Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait de la complexité en fait des interactions sociales et de tout ce que j'étais en train de traiter de façon plus ou moins consciente et du coup tout ce qui me fatiguait. Voilà, petite parenthèse. Pour expliquer un petit peu, voilà aussi, voilà, pour continuer dans la complexité de la communication, là on va faire un petit, entre guillemets, un petit jeu, si je puis dire. Donc je vais vous demander en fait votre participation. Si je vous dis pomme, en fait, ça vous fait penser à quoi? Fruit. Un arbre. Ordinateur. Jeu de cartes. Apple, ouais, ordinateur, ça a été dit, ouais. En fait, finalement, ça fait penser à plein de choses si on n'a pas le contexte. Donc voilà, comme on a dit, le fruit. La liste, elle est non exhaustive, hein, on n'a pas pu... on n'a pas pensé peut-être à toutes les idées. À la forme un petit peu ronde, tout ça. Pomme d'Adam. Alors on peut penser à la Bible, en fait, après, ou on peut penser, en fait, à l'anatomie. À la taille. La personne, elle est haute comme 3 pommes. Le mépris. T'es bien une pomme, toi. Le jeu de cartes, ça a été dit. Une blague aussi. Voilà. Fais pas ta pomme, ou des choses comme ça. Voilà. Ou même une chanteuse. Ça, je connaissais pas. Mais voilà. Je vous passerai en fait les chansons, parce que les droits d'auteur ce soir, je sais pas si on a le droit. Voilà. Et également l'informatique. Comme je disais, la liste, elle est non exhaustive, mais c'est vrai qu'on aurait pu rajouter New York, on aurait pu rajouter les arbres, on aurait pu rajouter compote aussi, ou d'autres. Voilà. Donc sans le contexte, en fait, le mot, comme on l'a vu avec la pensée, en fait, en type mind map, on peut aller dans tous les sens. Ah, je fais une autre petite animation. Je ne sais pas si certains d'entre vous, en fait, connaissent ce film, mais justement, en fait, il joue sur la communication. Donc, en tout cas, moi, c'est un film que j'adore. Voilà, je vous laisse le découvrir pour ceux qui le découvrent ce soir et le redécouvrir pour ceux qui le connaissent. C'est quoi son numéro? 01 47 47. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Voilà, je sais pas pour vous, mais moi, voilà, je peux le regarder pendant des heures. Ça illustre bien, en fait, un petit peu, voilà, ce qu'on vit au quotidien. Voilà, là, c'est tourné un petit peu sous forme humoristique, mais sans le contexte, en fait, c'est ça. Voilà. On utilise toutes et tous, en fait, des mots. Alors, je les connais pas tous par cœur, mais jeu de mots, voilà. T'as ton portefeuille. Ben, en automne, en fait, pourquoi est-ce que j'irais les ramasser? Ça peut questionner. Donner sa langue au chat. Ben, je vais pas me détacher la langue, par exemple. Un autre, ne pas être dans son assiette. Ça, c'est un petit peu bizarre, en fait, aussi. Et des expressions comme ça, en fait, un peu idiomatiques ou autres, en fait, on en utilise tous les jours. Mais du coup, ça va nous prendre un peu de temps à savoir si
l'information, la phrase, en fait, elle est sérieuse, si c'est du second degré, si c'est ironique. Et du coup, en fait, comment prendre cette information? Est-ce que vous êtes en train de vous moquer de nous? Est-ce que vous faites de l'humour? Parce que justement, on essaye un peu de détendre l'atmosphère, comme là, ou pas. Et bah, parfois, en fait, ça demande en fait des temps de latence dans nos réponses. Voilà. Il y en a un que j'avais bien aimé, en fait. Je crois que c'est en classe, en fait, où certains aussi s'amusent un petit peu avec ça. Quand ils se disputent avec un prof, en fait, le prof demande de prendre la porte. Voilà, un truc un peu connu. Voilà, du premier degré. Voilà, ben pour nous, parfois, c'est souvent pas des blagues. Voilà. Dans la communication, en fait, on va essayer de regarder un petit peu. On va voir que c'est quelque chose de complexe, en fait. Puis finalement, pour tout le monde, c'est complexe. Puis il y a plusieurs sphères, en fait. Il y a ce que j'ai en tête, ce que je pense. Puis après, il y a les mots sur lesquels, en fait, j'aimerais traduire ce que je pense. Puis après, il y a finalement, en fait, les mots qui sortent. Puis au final, en fait, il y a ce que vous comprenez. Puis comme on peut le voir, en fait, bah, mon idée, en fait, elle est très grande. Hein. Puis parfois, en fait, ce que l'autre y comprend, bah, c'est tout petit. Donc parfois, pour transmettre une idée ou un besoin, voilà, par exemple sur la douleur ou tout ça, bah, c'est compliqué. Et il faut faire un choix dans les informations qu'on transmet. Parce que, par exemple, par rapport au temps, ou par rapport en fait à l'énergie, quand on est chez le médecin, y a tout ce que je pense en fait que j'aimerais que le médecin il sache. Puis j'ai peu de temps dans mon rendez-vous parce que le médecin il en a d'autres derrière. Je fais comment? Voilà. Typiquement moi ça m'est arrivé hein, chez le dentiste où je lui explique en fait tout l'historique pour ma dent. Puis au bout d'un moment en fait elle a regardé la personne qui m'accompagnait et je peux faire mon travail? Ok, merci. Voilà. Par exemple, je ne l'ai pas fait à mauvais escient. J'étais pas au courant, voilà, de ce fonctionnement-là à l'époque. Voilà. Donc finalement, ça c'est aussi une notion voilà, qu'on retrouve en fait régulièrement, c'est l'iceberg de l'autisme en fait. Il y a ce qui est visible et puis il y a tout ce qui est invisible. Voilà. Ce que vous voyez, c'est parfois les difficultés sociales, la communication, mais par contre, en fait, il y a l'autonomie, il y a les sensorialités, et tout ce qui est fonction exécutive, dont on ne parlera pas ce soir, parce que c'est pas le thème de ce soir, mais ça va juste être l'initiation, en fait, pour partir, pour aller au travail, ou pour aller à un rendez-vous, ou juste pour prendre le téléphone. Voilà. Pour beaucoup de personnes, en fait, c'est difficile. Voilà. Et ça, c'est des choses, en fait, qu'on ne voit pas. C'est pour ça aussi qu'on parle d'handicap invisible. Voilà. Pour terminer un petit peu sur la communication, là, un petit audio, et puis on en parle après, si vous voulez bien. J'hésite à remettre le casque. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez compris, plutôt? Pas grand-chose. Pourquoi ça? C'est un petit peu ce qu'on ressent parfois, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a du soleil, quand on a des sensorialités, en fait. Finalement, le message qui nous est transmis, bah, il est diffusé dans tout un tas d'autres choses qu'on a à traiter. Puis souvent, en fait, c'est comme à la radio quand on est dans la voiture, c'est quand on est dans le tunnel. On arrive juste au moment où on a envie d'entendre le truc important à la radio, le morceau qui nous plaît, le refrain qui nous plaît, ou juste la petite information en fait. Voilà. En fait, c'est un petit peu ce qu'on vit au quotidien dans les relations sociales et dans la communication. Voilà. Avant d'aller plus loin, puis de rentrer un petit peu plus voilà, dans les idées, en fait, les conseils voilà, d'accueil, un petit résumé exhaustif voilà, de ce qu'on a vu. Donc l'autisme, en fait, c'est des personnes en fait, qui ont des difficultés dans les relations sociales, dans la communication, et puis les intérêts restreints. On a vu que ce n'était pas une maladie.
Voilà. Il y a des études en fait qui ont montré que un fœtus, c'était visible en fait. Voilà, il y avait des signes d'autisme en fait chez le fœtus avant la naissance. Alors ça a été confirmé en fait après. Mais voilà, donc finalement, on peut complètement exclure voilà, tout le rôle en fait de l'éducation et des parents. Voilà, bien, et heureusement, parce que voilà, c'est des parents qui font énormément pour leurs enfants. Donc après, en plus, les taxer d'être responsables des difficultés de leurs enfants, c'est quand même rajouter un poids en fait à tout ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà, comme je disais, voilà, l'éducation n'a rien à voir voilà, avec l'autisme. Par contre, en fait, l'éducation permet en fait à l'enfant ou à l'adulte ou à l'adolescent en fait, de mettre en place des stratégies pour apprendre à vivre avec son autisme et à développer son autonomie et à pouvoir mener à bien ses projets. C'est une perception en fait sensorielle de l'environnement. Besoin donc du coup de prédictibilité et puis d'anticipation. On va voir un petit peu pourquoi après. Et puis comment faire. Ça diminue pas avec l'âge. Voilà, on apprend à vivre avec. La sensorialité qu'on a en fait, elle reste la même. Par contre, on apprend à vivre avec. Et puis ce qu'on a vu en fait, c'est qu'il y a une hétérogénéité en fait très importante, voilà, tant dans les facilités que dans les difficultés. Voilà. Je relaisse la parole à Cédric. Donc on va rentrer un peu dans le quotidien et où on est concerné plutôt par ces personnes en relation avec le titre de cette présentation. Donc, en fait, il n'y a pas d'endroit qui n'est pas concerné, puisqu'en fait, une personne autiste est aussi une personne de la communauté. Donc, elle a aussi besoin des services et va aussi aller dans les magasins, se faire soigner. Donc, elle participe aussi à la vie publique. Donc, ça concerne les administrations, bien sûr, les impôts. Comment remplir sa feuille d'impôt, peut-être qu'il y a des difficultés. Cabinets médicaux, ici on parle surtout par exemple quand on parlait des sensibilités à la douleur. Donc si on va dans un cabinet médical et on s'est soigné, et l'enfant ou l'adulte dit non, j'ai pas mal, mais en fin de compte c'est juste qu'il n'arrive pas à dire qu'il a mal. Donc ça peut poser certaines difficultés. On va vous donner 2-3 pistes après comment gérer ces cas. Les restaurants, donc les restaurants, il y a trop de lumière ou trop d'odeur, ou bien alors juste des discussions impossibles à cause de la réverbération du bruit contre les murs du restaurant. Donc ça aussi, des pistes, ça sera d'avoir des endroits un peu plus calmes dans le restaurant. On en reviendra là. Dans les magasins, on a introduit un peu, c'est trop de musique, par exemple. Il y a maintenant ce qui se fait dans certains pays. Il y a une première en Suisse, au canton de Vaud, il y a un mois en arrière, c'est les heures bleues. Donc, c'est avoir, par exemple, 1 heure par semaine ou 1 à 2 heures où on baisse les lumières, où il n'y a pas de jingle et la musique est mise un peu plus doucement. Donc, ça marche pas mal. Les transports publics, donc là, c'est surtout les odeurs ou bien le stress ou bien aussi le bruit. Donc, il y a aussi, on doit aussi se déplacer. Donc, ça peut aussi poser de problèmes. Donc, les transports publics sont aussi concernés par ça. Culture, comme ici, on est dans une salle. Donc, les cinémas avec une ambiance sonore un peu trop forte ou bien juste pas de lumière, ce qui peut engendrer un certain stress chez certaines personnes. Donc le monde associatif, loisirs, le club, donc dans la musique et tout, et dans les écoles, en fait, on voit que ça concerne un peu, ça concerne toute la société et tous les acteurs de la société doivent et devraient être concernés par ce phénomène, pas ce phénomène, par se sentir concerné et essayer de rendre J'ai un blanc là. De rendre les lieux plus favorables pour les personnes qui sont concernées. Quand on parle de handicap, j'ai une définition du handicap, elle est assez courte et elle est très résumée. En fait, on peut dire que le handicap résulte de l'articulation entre une limitation de la personne et de l'environnement. Donc ici, on va voir à travers ces deux images. Donc dans la première image, on peut lire le texte. Donc en fait, c'est le même examen pour tout le monde, c'est monter à l'arbre. On voit bien que ça va être difficile pour l'éléphant. Donc là, c'est l'égalité.
entre tout. Donc l'égalité exige la même chose à chacun. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine injustice quand on établit l'égalité. Dans la deuxième image, on voit l'égalité sur la première. On voit un homme, une dame et un enfant. En fait, l'enfant, on ne voit rien du tout ce qui se passe derrière la barrière. Donc, on peut passer de l'égalité au principe d'équité. En fait, on compense les éventuels désavantages. Donc, on voit qu'on met 2 cailloux sous la dame et 3 cailloux sous l'enfant pour qu'il puisse aussi voir ce qui se passe derrière cette barrière. Et il y a aussi un autre concept qui est la justice. Au fait, on change l'environnement pour que toutes les personnes puissent avoir accès à l'information. Donc, c'est surtout de ça qu'on veut introduire ce soir, c'est cette justice. Au fait, comment changer l'environnement pour que l'espace ne soit pas spécifique pour les personnes sur le spectre, mais qu'il soit aussi abordable pour les personnes sur le spectre. Une à toi et une à moi. Ok. Alors voilà, comme le disait Cédric, juste avant en fait, voilà, par rapport à l'aspect médical, clairement je pense que, en tout cas pour toi mais aussi d'autres, moi j'ai une anecdote où un jour j'ai dû aller à l'hôpital, j'avais mal. Ce qu'en fait je savais pas, c'est que la douleur en fait que j'avais faisait partie en fait des douleurs les plus importantes, voilà, qui puissent exister, enfin, en tout cas qui sont catégorisées. Mais en fait, je suis resté toute la journée en fait avec cette douleur parce que pour moi ça allait passer. Puis du coup, je suis arrivé à l'hôpital et puis en fait, ils m'ont pas cru. Ils m'ont laissé en fait encore 4 heures avec cette douleur, par exemple. Donc, en fait, c'est juste de changer en fait cette perception-là quand on va voir des personnes, que ce soit dans la communication, dans l'expression de la douleur et d'autres choses. Voilà. Cette petite étape, voilà, petite parenthèse. Et puis du coup voilà, j'ai un petit peu mangé le mot. Voilà, la feuille de route en fait étape, on a développé en fait pour cette soirée avec l'aide d'Agnès le concept en fait étape. Voilà où qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accueillir voilà les personnes neurodiverses. Alors on est tout à fait conscient et consciente en fait qu'on ne peut pas tout aménager. Voilà, ça on le sait, mais parfois, des petites choses, en fait, ça fait un grand effet. Voilà, donc c'est de voir, en fait, qu'est-ce qui, dans ces petites choses, en fait, peuvent être mises en place, que ce soit dans les administrations, chez le coiffeur ou autre. Voilà. Il y a eu une histoire il y a quelques années, en fait, je crois que c'est au Québec. Il y a un coiffeur, en fait, il se couchait, en fait, pour pouvoir couper les cheveux, en fait, de l'enfant. En fait, il faisait ça par terre. Parce que l'enfant, en fait, c'est là où il était bien. Il le faisait à la fin, le soir, quand il n'y avait plus de clients. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais ça demande aussi l'investissement personnel à ce niveau-là. Mais voilà, la maman qui l'accompagnait et puis du coup l'enfant pouvait aller chez le coiffeur sans crise. Parce que du coup, c'était devenu pour l'enfant un endroit, en fait, de réconfort et de confiance. Donc, c'est de voir, en fait, c'est de vous proposer, en fait, quelques petites astuces, quelques petits points pour rendre en fait la vie finalement de tout le monde peut-être un petit peu meilleure. Donc le concept étape en fait, le E, ça va être l'environnement. Voilà, comme on a parlé tout à l'heure en fait, de voir en fait en quoi l'environnement nous impacte en fait dans le quotidien. Le T, ça va être le temps. Voilà, mais pas le temps qui fait la pluie ou autre, hein, le temps de parole, par exemple. Le A, ça va être de créer en fait une alternative sécurisée et connue. Et aussi pourquoi, ou on pourrait dire aussi anticipation. Le P, ça va être la prévisibilité. Voilà. Parce que du coup, en fait, si on rend l'environnement prévisible ou la situation prévisible, du coup, ça fait moins d'informations d'un coup. Donc moins à gérer. Et puis le dernier E, ça va être l'expression explicite. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, parfois un mot, il peut donner plusieurs significations. Donc pour ça, en fait, on a imaginé un code de la route. Puis on va voir en fait les différentes étapes.
Donc le premier, c'est l'environnement, comme il a dit. Dans l'environnement, c'est adapter l'environnement le plus possible et aussi adapter les gestes sur la personne. Donc, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas facile à savoir, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour adapter mon environnement? Donc, on a fait une petite checklist qui parle surtout des sensorialités. Quand vous avez vu les sensorialités avant, c'est les 5 sens. Donc, si vous parlez, par exemple, de la vue, de l'ouïe ou de l'odorat ou le toucher, il y a toujours cet effet de hyperstimulation et hypostimulation. Et il faut surtout agir quand il y a des risques d'hyperstimulation. Donc là, c'est à votre jugement. Tout le monde se rend quand même compte s'il y a une lumière trop blanche dans son magasin, c'est juste trop et ça peut être dérangeant pour une personne. Donc c'est principalement agir sur les hyperstimulations. Les hypostimulations, en fait, ça va, il n'y a pas tellement de choses à faire. Pour les besoins corporels, ce qui marche beaucoup, ce qui est dans ces besoins qui sont plutôt pas à l'extérieur, on parlait d'extérioception, donc c'est l'intérioception, c'est les besoins corporels ou bien la notion de douleur ou la notion de température. Ce qui marche très bien, c'est les aides visuelles. Donc, comme David l'a dit, pour la douleur, ce qui est tout facile à faire, c'est une échelle de douleur. Elle est utilisée chez les pédiatres, par exemple, pour les enfants qui ne peuvent pas encore s'exprimer. Ils arrivent très bien à montrer sur une échelle où ils ressentent la douleur. Donc, on peut aussi utiliser une échelle ou des aides visuelles, par exemple, pour les toilettes, pour la température de l'eau qu'on utilise, par exemple, chez le coiffeur, ou aussi, la douleur, c'est un cas typique, ou encore des besoins comme la soif, ou des besoins de pause, ou des besoins juste de partir. Donc, des aides visuelles sont très faciles et très bienvenues. Quand on parle de la température, c'est un cas un peu spécial, j'ai juste mis, il y a les deux, il y a le corporel et l'environnement. Donc, pour ce qui concerne le corps, donc tout ce qui va être en contact avec le corps, une échelle visuelle, il faut savoir que, j'ai mis aussi pour la proprioception, je vais parler après. Maintenant. Donc, en fait, tout passe par les yeux. C'est des fois le temps nécessaire à une parole pour être comprise. Donc, on doit regarder tous les mots, regarder le concept, regarder l'environnement où on est. En fait, c'est déjà trop tard, tandis qu'avec une aide visuelle, ça passe tout de suite. Donc, une personne sur le spectre, c'est d'abord par les yeux et après par les oreilles. Donc, une aide visuelle, ça passe. Le son ou une parole, ça a un besoin d'interprétation qui est beaucoup plus lent à comprendre. Pour l'environnement, c'est surtout la température. Je reviens vers la température. Pour la température de l'environnement, c'est surtout la température dans votre magasin ou dans votre commerce. Donc là, c'est surtout à votre jugement. Vous savez aussi, vous devez travailler. Il n'y a pas besoin de faire des efforts spécifiques par rapport aux personnes. C'est juste, là aussi, peut-être une aide visuelle à demander à la personne une échelle de température, si elle se sent bien ou pas, ça aide. Donc, il ne faut pas vous étonner si tout d'un coup, même pour vous, un magasin, il semble que ça soit assez chauffé, mais une personne qui ne ressent pas les températures comme vous peut venir habiller comme en hiver, même en été, ou bien en hiver, peut venir avec un t-shirt. Il faut juste savoir que, ok, c'est comme ça, la personne a une autre sensation de la température. Donc, ce qui est de l'environnement, l'adaptation, c'est la plupart du temps, c'est sur le propre jugement. Les adaptations, ce n'est pas des adaptations qui sont extraordinaires. Vous pouvez juste voir là par rapport à vos sens et en vous basant sur la notion d'hyper et hypostimulation, vous pouvez prendre des décisions assez justes. Et aussi se souvenir, utilisation d'aide visuelle qu'on peut pour certains facteurs, température et douleur par exemple. La proprioception, juste si je n'ai pas précisé, c'est par exemple le toucher. Quand on va chez une personne pour se faire masser ou bien on va dans un magasin pour se faire une manicure d'ongles, certaines personnes autistes n'ont pas la sensation du corps comme les autres. Donc, si on touche une partie du corps sans qu'ils puissent le voir, ça peut les stresser. Elles peuvent partir en crise directement. Donc, il faut surtout bien faire les gestes ou bien le toucher en ayant la personne qui puisse le voir. Après, dans le toucher, d'une fois qu'il est compris, il n'y a plus de problème. Mais c'est cette notion de surprise qui peut poser beaucoup de problèmes. Donc, tout passe par les yeux. Le thé pour toi.
Voilà. Maintenant, en fait, le temps, comme on a vu, en fait, toutes les informations arrivent en même temps, puis il faut faire le tri, en fait, de ces informations-là. Et puis aussi le tri, en fait, pour choisir les mots. Quelle information je donne, comment je la donne, etc. Parfois, en fait, dans les relations sociales, dans les échanges, ça va très vite. Puis du coup, si on est en train de gérer d'autres sensorialités ou nos idées, ben, on va avoir besoin de plus de temps à répondre. Donc juste parfois de nous laisser du temps. Voilà, surtout au niveau parfois médical ou dans une administration. Ou au type, voilà, on a eu la carte du restaurant. La carte elle est très grande. Puis 5 minutes après, il y a le serveur qui vient. Bon, vous avez choisi parce que c'est l'heure de midi. Je sais pas, je viens juste de m'asseoir en fait, je viens de poser mes sens. Vous pouvez revenir s'il vous plaît. Voilà, parfois juste ces petites choses-là en fait. Pareil pour les vendeurs, quand on est dans le magasin, on arrive. Bon, je peux vous aider. Laissez-moi atterrir s'il vous plaît. Et ça, c'est des choses en fait, c'est pas spécifique en fait à l'osir. On a tous en fait besoin de ça, je pense. On se sent tous un peu agressés, voilà, par ces types de comportements. Après en fait, c'est comment est-ce qu'on les gère. Voilà. C'est un truc de plus à gérer. Donc voilà, de prendre le temps. Puis parfois, prendre le temps, c'est aussi, comme l'a dit Cédric, en fait, beaucoup d'informations en fait, passent par le visuel. Donc c'est peut-être juste en fait, de se mettre devant la personne. Pour en fait, qu'elle sache qu'on lui parle ou que c'est à elle qu'on s'adresse. Voilà. C'est des petites choses, mais... on apprécie tous en fait quelqu'un qui vient nous parler dans le dos ou sur le côté en fait. Voilà, on n'apprécie pas, on comprend pas toujours, mais on s'adapte. Là, voilà, cette information parfois elle passe beaucoup mieux. Il y a aussi une chose en fait dans le fait de prendre du temps, c'est que s'il y a du silence dans le fait de la réponse, reformulez pas la question, parce que vous allez redonner des informations différentes. Et du coup, ça va recomplexifier la réponse. Demandez peut-être juste si la question, en fait, elle était bien comprise, plutôt que de la reformuler. Parce que sinon, ça va prendre encore plus de temps. Puis du coup, vous allez reformuler, puis ça va reprendre encore plus de temps, puis à la fin, vous vous en sortez pas, et puis la personne non plus. Donc voilà, c'est des petites choses, en fait, voilà, à ce niveau-là. C'est moi qui reviens. Voilà. Donc, alternative sécurisée. Donc, dans les alternatives sécurisées, il faut... En fait, on voit le terme sécurisé, c'est rendre le lieu le plus accueillant et safe pour la personne. Donc, ce qu'il faut prendre en compte ici, en premier, c'est les besoins de la personne et les personnes qui comprennent au mieux les besoins de ces personnes sont par exemple ses parents ou bien la personne qui accompagne. Donc si la personne qui accompagne ou les parents vous disent faut plutôt faire ça comme ça ou pour cette personne, il faut les écouter parce que c'est eux qui ont l'expérience de ces personnes. Donc ça c'est déjà une chose qu'il faut voir, c'est les personnes concernés viennent souvent avec d'autres personnes qui, eux, peuvent aussi vous dire, voilà, par exemple, il ne faut pas mettre trop de lumière ou bien il faut plutôt rester au calme. Ou, en fait, tous les besoins qu'une personne a besoin. Proposer une alternative, c'est toujours pas qu'une solution. Donc, une alternative, si on parle de... Juste un moment. Donc, si par exemple, on n'est pas sûr de pouvoir. L'alternative, en fait, c'est ce qu'on appelle le plan B. Voilà. C'est-à-dire que si on a envie d'aller au restaurant. Pardon. Oui. L'alternative, en fait, c'est le plan B. Je prévois d'aller à la piscine ou je veux aller au restaurant et puis j'arrive, en fait, je suis fatigué. C'est peut-être d'avoir une salle en fait dans un restaurant, enfin plus calme en fait dans le restaurant, ou d'avoir cette possibilité là, ou de savoir en fait que si on va chez le médecin, on peut reporter le rendez-vous mais on a déjà un autre rendez-vous, des petites choses comme ça. Si le restaurant qu'on a prévu
on sait que voilà, il y a du bruit, puis que du coup, le jour où on y va, c'est pas bon, et puis qu'il ne peut pas y avoir d'espace parce qu'on le connaît, c'est de se dire, on a un autre restaurant où on peut aller, et celui-là, on sait qu'il est bon. Voilà. Une alternative, en fait, ça va en lien, et on le verra après, avec la prévisibilité. Désolé. Oui, merci. J'étais à la prévisibilité. Aussi, ce qui est important, c'est par exemple dans un rendez-vous, un code pour interrompre si tout d'un coup ça ne va plus. Donc, se mettre d'accord au début du rendez-vous. Voilà, si jamais c'est trop, s'il y a besoin d'un arrêt, on fait comme ça. Il y a un code, on dit voilà, stop ou quelque chose, ou un panneau qui se lève. La personne ressource, ça peut être, comme j'ai dit au début, un parent ou bien une personne accompagnante qui connaît l'autre personne bien. Aussi, ce qui est bien, ça fait aussi partie de la prévisibilité, mais c'est aussi si on peut visiter le lieu à l'avance, ça aide déjà beaucoup. Donc aussi, c'est une alternative. Si on a plusieurs lieux, on sait que celui-là est mieux. Donc pour nous, on sait aussi, on va avoir pas de problème. Et alternative sécurisée, il y avait un exemple qu'on a discuté, c'était pendant l'interview de la radio, c'était un enfant au musée des transports à Lucerne qui tout d'un coup a une crise. Et là, une personne du musée a tout de suite reconnu, il a dit autismus, et ils ont pris cet enfant avec les parents, ils ont mis dans un endroit calme. Donc on voit quand même que ça se fait, qu'il y a une certaine importance d'avoir ces alternatives sécurisées pour les personnes. Après, c'est la prévisibilité. Donc dans la prévisibilité, en fait, ça concerne aussi qu'est-ce qui va se passer. Donc dire à l'avance ou au début de rendez-vous d'une personne, c'est surtout pour les soins, ou bien quand on est avec une patiente, c'est pas tellement pour la vente. Voilà, il y a ça qui va être en premier, après on va faire ça, après on va faire ça, et on va finir par ça. Donc expliquer clairement les choses dans l'ordre. Donc ça donne la prévisibilité. Donner des repères dans l'espace et le temps. Donc là, on revient laisser voir l'endroit. Dans le temps, c'est par exemple faire arriver à un rendez-vous et devoir attendre une demi-heure, 1 heure, c'est très difficile et ça apporte beaucoup de stress. Donc ce qui est pas mal, c'est par exemple de donner des rendez-vous en début de journée. Donc on a le premier rendez-vous, on sait qu'on commence à l'heure. Ou bien alors pour les personnes qui ont besoin de plus de temps, en fin d'après-midi, où on sait que là on va pouvoir prendre le temps de se couper. On n'est pas juste pressé. Ah non, maintenant c'est midi, je dois aller manger, pas le temps. Donc ça, c'est donner des repères dans le temps. Si après, dans la durée, si tout d'un coup la durée doit être plus longue, c'est aussi donner une estimation de cette durée. Au début, oui, ça peut durer ça, mais avec peut-être un dépassement de la durée. Donc on parle toute cette prévisibilité dans l'événement. Voilà. Puis pour finir, en fait, voilà le dernier E. Donc c'est l'expression explicite. Parfois, quand on explique quelque chose, c'est clair pour nous. Comme on l'a vu en fait avec le schéma, avec les bulles, il y a ce que je pense, les mots que je vais choisir, ce qui finalement en fait sort, puisque l'autre il a compris. Puis après, parfois il y a la radio. Donc en fait, entre ce qu'il a compris, puisqu'il a pu entendre, il y a beaucoup de choses. Donc parfois en fait, de faire des phrases courtes, c'est pas obligatoirement infantiliser la personne, c'est juste donner l'information essentielle, être précis sur les mots ou les consignes. Voilà. Parfois une consigne en fait, ça peut être un dessin, ça peut être un pictogramme, voilà, des choses que vous avez déjà entendu parler. Comme l'a dit Cédric, en fait, ça va être de décrire les procédures. Voilà. Parfois, en fait, juste de l'envoyer à la personne avant qu'elle ait le temps, en fait, de s'y préparer, de préparer ses questions si elle en a. Voilà, pour que les informations, en fait, elle ait le temps de les intégrer. Et qu'elle puisse, du coup, au moment du rendez-vous, se concentrer sur le rendez-vous et sur la communication, sur les informations, en fait, qui vont lui être transmises. Après aussi, ça va être de transmettre en fait des informations écrites. Alors ça se fait chez le médecin parce que on ressort tous avec notre petit carton avec le prochain rendez-vous et puis les coordonnées du médecin, mais ça se fait pas toujours en fait, notamment dans les administrations ou des choses.
Ou parfois après, on appelle, on tombe sur le standard. On tombe pas sur la personne en fait qu'on a vue. Donc du coup, il va falloir tout réexpliquer. Puis parfois, en fait, ça se fait pas en une fois. Donc la deuxième fois, eh ben, on rappelle 3 jours après. Puis de nouveau, on doit tout réexpliquer. Parfois, en fait, voilà, la prévisibilité, les alternatives, c'est voilà mon numéro direct. Je vous connais, je connais votre dossier. Puis comme ça, voilà, vous savez que c'est moi et moi je vous connais. C'est voilà, parfois pas grand-chose. Quand c'est possible, bien entendu. On sait que c'est pas toujours en fait le cas. Voilà. Il y a aussi une chose en fait au niveau de l'expression. Il est pour nous en fait difficile en fait d'intégrer la négation dans une phrase ou la double négation. Notamment, ça on va le retrouver en fait dans les consignes à l'école pour les devoirs. Ça peut être des petits pièges en fait un peu tordus. Voilà, mais volontaires pour apprendre. Mais en fait, ça complexifie les choses. Donc quand il y a une information, si possible, donner l'information de façon positive. Ne pas faites ça, mais plutôt faites ça. Voilà. Parlez plus doucement, ne parlez pas trop fort. Voilà, autre exemple voilà, à ce niveau-là. Ça aide beaucoup en fait, parce que ça évite en fait de réfléchir en fait à qu'est-ce que la personne elle a envie de dire. Voilà. Autre petit outil en fait, enfin pas un petit, ça c'est un super outil, plutôt qui a été développé en fait par une personne que je connais bien et puis que j'apprécie, c'est Romane Garcia. Donc en fait elle a développé en fait un passeport santé autisme. Alors là il n'y a que la première page, j'ai quelques exemplaires, enfin voilà, après que vous pourrez feuilleter. En fait c'est à la personne de le remplir avec ses besoins, son fonctionnement, ses sensorialités, aussi pour vous aider. Voilà, parce que c'est elle qui se connaît le mieux finalement, ou le parent, ou l'accompagnant. Pour voir en fait, par rapport à cette consultation, ce rendez-vous ou autre, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Voilà, par rapport à ses besoins. Parce que comme on l'a vu, les besoins de chacun sont différents. Donc plutôt que de tout mettre en fait et puis que ça soit en fait juste une charge en fait aussi pour vous, parce que c'est pas le but, c'est de voir en fait voilà avec la personne directement de quoi elle a besoin et puis si tout ne peut pas être mis en place, bah, qu'est-ce qui serait le plus important pour elle, pour la soulager. Donc voilà, merci beaucoup à Romane en fait d'avoir développé ça. Ça aide beaucoup en fait dans la communication en fait avec les professionnels. Et lors des rendez-vous. Là, c'est pour la santé, mais c'est tout service, tout endroit, en fait. Voilà, ça peut aider. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. On a choisi, en fait, de conclure, en fait, avec une petite vidéo. Elle peut paraître, en fait, un petit peu enfantine, hein, parce qu'à la base, elle est développée pour des enfants. Mais elle résume assez bien, en tout cas voilà, de nos avis, un petit peu tout ce qu'on a discuté en fait et vu aujourd'hui sur le fonctionnement en fait d'une personne TSA. Donc voilà, on vous laisse découvrir. Nous sommes tous différents et c'est merveilleux. Certaines différences sont faciles à voir. La taille, la coupe des cheveux, la couleur des yeux et bien encore. D'autres différences ne se voient pas. Nos plats préférés, nos peurs ou compétences particulières. Curieusement, la façon dont nous voyons le monde est également différente. Par exemple, que vois-tu dans ce dessin ? La plupart des gens voient un canard, mais certains d'entre vous ont peut-être vu un lapin. Quel que soit celui que vous ayez vu, vous êtes correct. Ceci est juste un dessin complexe pour vous montrer que tous les cerveaux fonctionnent différemment. Le cerveau est l'ordinateur de votre corps et il fonctionne différemment pour nous tous et contrôle comment tu apprends les choses. C'est pour cela que nous sommes tous doués pour différentes choses. Comment tu te sens? C'est pour cela que l'on ressent tous des émotions différentes. Et comment tu communiques? Parfois,
le cerveau est connecté d'une façon qui affecte les sens et la manière dont nous percevons et comprenons les situations et les interactions. On appelle cela l'autisme. Plusieurs personnes ont une forme d'autisme, donc il est fort probable que tu connaisses déjà une personne qui est autiste. Et pour cette raison, il est bon d'en savoir un peu plus sur l'autisme. La connexion particulière à l'intérieur d'un cerveau autistique fait que parfois, cette personne peut être très douée à des tâches qui peuvent nous sembler difficiles, comme les mathématiques, le dessin ou la musique. Elle peut aussi causer l'effet inverse, et des activités qui nous semblent si faciles peuvent être incroyablement difficiles pour eux, comme se faire des amis. Les sens transmettent en permanence des informations à ton cerveau, sur ton environnement et les personnes qui t'entourent. Cependant, quand le cerveau d'une personne et ses sens ne communiquent pas bien, le cerveau peut se sentir submergé et confus, affectant ainsi la manière dont il ou elle perçoit le monde. Imaginez-vous marchant dans la rue. Ceci est la façon dont un cerveau autistique peut percevoir cette marche. Terrifiant, n'est-ce pas? Malheureusement, dans beaucoup de situations, la personne ne peut pas exprimer tout haut ce qu'elle ressent. Alors, quand bien même c'est le chaos dans leur tête, elles ont l'air OK et ne parviennent pas à demander de l'aide. Nous développons tous des comportements qui nous aident à nous calmer dans les situations inconfortables. Nous détournons le regard, croisons nos bras, se rongent les ongles, s'agitent, se mordillent les lèvres et bien encore. Pareillement, les personnes autistes développent des comportements qui les aident à faire face durant ces moments intenses. Ces comportements peuvent sembler inhabituels, mais ce sont juste leurs techniques pour se calmer. Quand cela arrive, cela signifie qu'ils sont en difficulté. La bonne chose à faire, c'est de ne pas rendre les choses encore plus difficiles pour eux, en s'énervant, en les ignorant, ou encore vous moquer d'eux. Souvenez-vous, juste parce qu'une PlayStation ne peut pas lire vos jeux d'Xbox, cela ne veut pas dire qu'elle est cassée. Les personnes autistes ont besoin d'amis, qui sont prêts à prendre le temps de les connaître. Avec une bonne communication et beaucoup de patience, tout le monde se sentirait mieux. Les personnes autistes ne sont pas malades ou cassées. Elles ont simplement une vision unique du monde. Et avec un petit peu de soutien de la part de leurs amis, ils pourront peut-être partager cette vision avec nous. L'autisme peut créer des choses merveilleuses. On a... Merci. Il nous reste une dernière petite chose en fait. Voilà, on va accueillir en fait Agnès Lovy, la présidente d'Autisme Jura, sans qui voilà, cette présentation ce soir en fait n'aurait pas existé. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci surtout David et Cédric pour le partage de vos expériences et de vos connaissances. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations, mais nous espérons surtout avoir suscité chez vous l'intérêt et l'envie de rechercher des solutions pour accueillir au mieux les personnes autistes dans vos différentes structures. Nous avons le temps pour quelques questions, s'il y a des questions dans la salle. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre témoignage et vos éclairages. Moi, j'avais une question, c'est un peu personnel. Vous avez été tous deux diagnostiqués tardivement. Vous disiez que finalement, c'est un peu par le biais des autres, parce que vous ne vous sentiez pas hors norme. Mais en fait, jamais, maintenant, avec le recul, vous avez eu ce sentiment quand même qu'il y avait toujours quelque chose qui était différent vis-à-vis des gens, vis-à-vis de... Est-ce que, voilà, comment vous juste le diagnostic, est-ce que vraiment ça a tout bouleversé ou vous vous êtes dit, ah, mais en fait, je le savais? Bon, on peut donner nos deux avis, puisqu'en fait, c'est probablement différent. En fait, non, je me suis toujours senti différent, mais en fait, je croyais que je faisais des caprices et que je faisais pas assez d'efforts. Donc, je dis, par exemple, pour mes hypersensibilités, mais les autres autour de moi le supportent, donc pourquoi moi je le supporte pas? Donc, c'est plutôt ça. Donc, j'ai dit, non, en fait,
tous les gens sont la même chose que moi. Donc j'avais cette image que tout ce que je ressentais, en fait, c'est la même chose chez tout le monde. Et après, d'une fois que j'ai su le diagnostic, c'est là que je me suis rendu compte, ben non, en fait, c'est pas le cas. Donc ce que je ressens, c'est assez différent. Donc pour mon cas, c'est comme ça. Pour ma part, en fait, c'est très sensiblement en fait la même chose. Alors pas au niveau des sensibilités, parce que moi je suis plutôt en fait hypo, et pour moi c'était plutôt en fait au niveau des relations sociales. C'est que je sentais en fait que pendant j'avais des amis, j'avais des liens sociaux avec mes collègues et autres, mais en fait je me sentais toujours en décalage en fait avec les autres. Et je comprenais pas pourquoi. Disant, mais tout le monde y arrive, tout le monde a des amis, tout le monde fait plein de choses en fait, puis moi j'arrive pas en fait. Donc je faisais partie d'un groupe, mais sans vraiment en faire partie. Puis c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé en fait. Voilà, tout ça, c'est de la recherche, c'est beaucoup de recherche, puis un jour ça arrive. Donc pour ma part, en fait, j'avais jamais entendu parler de l'autisme comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ça n'a pas été une surprise, voilà, en soi. Bonsoir. Vous mentionnez juste à l'instant que vous étiez plutôt hypo. Il y a quelque chose qui m'a échappé par rapport aux adaptations possibles. Si par exemple, pour reprendre votre exemple de tout à l'heure, si un client TSA ou pas, finalement aurait des sens pour lesquels il serait plutôt hyposensible, de quelle manière est-ce que c'est adaptable? Est-ce que la réflexion serait sensiblement la même pour quelqu'un qui a des hypersensibilités sur le plan sensoriel? Est-ce qu'il n'y a rien à changer? Est-ce qu'il faut augmenter la lumière pour quelqu'un qui serait hyposensible par rapport au sens de la vue, enfin des choses comme ça? J'ai eu un peu du mal à suivre tout à l'heure par rapport à ça. Merci. Merci pour votre question. C'est plus facile en fait de gérer l'hyposensibilité que l'hypersensibilité. Typiquement en fait, je vous ai parlé tout à l'heure en fait quand je suis allé à l'hôpital par rapport à la douleur. C'est exactement ça. Quand je suis arrivé puis j'ai dit j'ai mal. J'ai décrit en fait ce que j'avais besoin, mais en fait on m'a pas cru. Parce que pour une personne en fait autre, ça aurait été juste impossible en fait de venir à l'hôpital à pied, de décrire en fait précisément la douleur qu'elle avait, puis surtout en fait d'avoir passé la journée en fait comme ça. Alors j'étais pas comme ça, j'étais au fond de mon lit, mais voilà, typiquement pour une personne autre, ça aurait été ambulance, ça aurait été tout ça. Non, moi je suis allé à l'hôpital le soir, j'ai décrit mon problème et j'ai dit j'ai besoin de ça. J'ai juste pas été cru. Voilà. Donc les hyposensibilités, en fait, ça va être dans l'autre sens, à ce niveau-là. Voilà. Ça va plus être dans l'écoute de la personne. Presque complète. Ouais. Dans les hyposensibilités, ce qu'il faut faire peut-être plus attention, c'est dans les besoins corporels, donc soit faim et les besoins naturels. Puisque là, la personne ne ressent pas la faim, par exemple. Donc si on s'occupe de personnes dans une cantine, par exemple à l'école, et la personne ne mange pas, c'est peut-être parce qu'il ne ressent pas la faim, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas faim, il ne ressent juste pas la faim. Donc les hyposensibilités pour les besoins corporels, il faudrait faire peut-être plus attention pour par exemple la lumière. Si ce n'est pas assez de lumière, les personnes hyposensibles à la lumière vont plutôt aller chercher de la lumière, donc des objets qui clignotent. Si elles sont sensibles au bruit, elles vont plutôt aller chercher des sons qui les stimulent. Donc c'est plutôt une autostimulation par elle-même, l'hyposensibilité. Après, dans la douleur, dans le cas spécifique de la douleur, c'est différent, où là, une échelle aurait clairement aidé. Donc l'aide visuelle pour tout ce qui est les sensations internes. Pour les besoins corporels, il faut faire un peu plus attention pour l'hypostimuli. Et après, pour les sens en général, les personnes recherchent d'elles-mêmes leur stimulation. Merci bien pour votre conférence-explication. J'aimerais faire un coup de gueule. Pas contre vous, justement, au contraire, parce que vous avez très bien expliqué ça, mais par rapport à certaines administrations, surtout, et éventuellement certains commerces. En ce qui me concerne, j'ai une hyperacousie, donc j'entends beaucoup plus fort que ce qui est le standard. Et je vous garantis, et là je parle aux gens qui sont là derrière, excusez-moi, je vous garantis que quand on téléphone à une administration, quand on téléphone à un magasin pour avoir des renseignements, et puis qu'on nous met la musique d'attente, je vous garantis que c'est chiant. C'est quelque chose d'infâme, c'est quelque chose d'infect, c'est quelque chose de dramatique.
parce que ça nous explose les oreilles, simplement. Ça nous explose les oreilles et c'est quelque chose de dramatique parce que on est obligé d'entendre cette musique d'attente. Et donc, en fait, en ce qui me concerne, j'éloigne le téléphone, je le mets au plus bas possible. Mais naturellement, quand la personne elle arrive derrière, après, elle tombe comme ça, parce qu'on n'entend plus rien du tout. Vous imaginez un petit peu. Donc, j'aimerais surtout que les administrations, mais que les entreprises en général se rendent compte de ce problème-là. Je vais répondre à ça. Michel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a beaucoup maintenant, quand on téléphone pour avoir par exemple la Swisscom ou ça, en fait, ils nous demandent si on veut qu'on soit rappelé. Donc, on peut demander qu'on soit rappelé à une heure précise. Donc, ça aide pas mal. Moi, j'ai déjà fait ça avec ma banque. Donc, ma banque n'était pas disponible. Ou après, on a quelqu'un qui nous dit, ou un robot qui nous dit à quelle heure vous voulez être rappelé. Et là, après, on est rappelé. On n'a plus cette superbe musique. Si au moins ils choisissaient des bonnes musiques, peut-être Pomme, par exemple, puisqu'on a discuté de Pomme aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, vive la technologie. Je pense que la technologie va amener pas mal de bénéfices aussi pour les personnes concernées. Merci Michel, et puis je profite aussi de te remercier. Vous pouvez voir Michel dans un reportage qui a été réalisé pour cette conférence sur Canal Alpha, qui a été diffusé, sauf erreur, lundi soir. Hein. Mais on peut le revoir encore sur le site de Canal Alpha. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Je vais essayer de parler fort, très vite. Est-ce que cette propension à passer par le biais de la vue est propre à tous les autistes? Alors, j'ai un livre qui parle de ça aussi, de Harrison, qui cite clairement que tout passe par les yeux. En fait, c'est beaucoup plus facile tout ce qui vient par les yeux que par le langage. Le langage, on doit faire de l'interprétation, tandis que ce qui est visuel, c'est très direct. Donc, oui, par les yeux. Tu confirmes? Il confirme. Alors, j'ai une indication qu'on a des questions en ligne. C'est justement l'exemple cité pendant la conférence. Donc, Xavier Herrera nous écrit « J'ai un enfant autiste. Il a fait une crise au musée des transports. J'ai demandé l'accès à une pièce calme au personnel sans mentionner la spécificité de mon fils. L'employé m'a demandé « Autismus ?» J'ai répondu oui. Il m'a conduit par des couloirs de service peu fréquentés vers l'infirmerie avec des boxes fermées. Il m'a dit « Prenez le temps qu'il faut, il y a 2 portes, une retourne dans le musée et l'autre va vers l'extérieur. Nous avons choisi la rue. Un personnel sensibilisé et l'indication d'une porte de sortie discrète a suffi. Meilleure salutation. » Donc, nous espérons que vous avez pu profiter de cette conférence dans un environnement sensoriel agréable, que le rythme de parole vous a permis d'assimiler les informations, que nous vous avons laissé le temps suffisant pour poser vos questions, que vous vous êtes senti libre de sortir, de bouger, de changer de position si vous ne vous sentiez pas à l'aise, que vous étiez suffisamment informé du programme en sachant qu'après la conférence, nous vous offrons le verre de l'amitié au premier étage, et que les explications ont été suffisamment claires, explicites et bien illustrées. Donc, si vous voulez soutenir Autisme Jura, nous avons laissé un petit panier à la sortie. Ça sera partagé aussi avec Autisme Jura Bernois qui co-organise cette conférence. Donc, je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup aussi à David et Cédric. Et merci pour le rappel. Le code barre que vous voyez là sur le dia vous renvoie vers un questionnaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez justement participer à ce programme étape qu'on va diffuser aussi au niveau roman pour proposer un même logo, déclaration d'intention sur la Romandie. Merci beaucoup. Et donc vous êtes tous invités, donc à tout bientôt. Merci.